on accueille notre speaker sur scène. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je te prends la zapette. Merci. Bon, ça va être dur. Je sens là, dernier café, le train bientôt. Je vais faire vite, c'est-à-dire 50-55 minutes. Je pense qu'on a à peu près le temps aujourd'hui. Et je vais commencer par me présenter en 25-30 minutes, histoire de vous laisser bien le temps d'infuser. Non, blague à part. Aujourd'hui, de quoi on parle sur cette session-là? On va parler de globalement Accelerate. Les métriques Dora, vous avez certainement entendu parler. Mais plus que vous dire ce que c'est, etc., je vous dis comment moi je le mets en œuvre. Et ce n'est pas un Rex, deux Rex. En fait, c'est 50 ou 60 équipes que j'ai accompagnées, donc on peut dire 60 Rex, que je vais essayer de résumer dans cette petite conférence aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Rémy Revy, je suis le responsable des architectes chez Ypong Technologies et ça fait 15 ou 20 ans que je travaille dans le domaine à la fois de l'architecture et à la fois de l'automatisation, de la gestion des processus, etc. Et aujourd'hui, on va parler de au moins deux sujets qui, moi, me passionnent. Un tout petit peu d'architecture, mais surtout, évidemment, beaucoup de DevOps. Et pour la petite histoire, Ypong Technologies, on est à 500 mètres là, sur Avenue de la Grande Armée. On est à travers toute la France, aux US, etc. Et on fait évidemment de l'architecture, du développement, tout ce qui va traiter autour du cloud et de DevOps. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et comme je suis un gars sympa, et que je sais que vous en avez plein d'autres, prendre des photos, des slides, que vous n'avez jamais le temps de recopier, là, si vous suivez ce petit QR code, vous avez déjà tous les slides à disposition avant la conférence. Je vous laisse 30 secondes le temps de le flasher si vous voulez. Si ça ne marche pas, je le republierai sur LinkedIn probablement dans la foulée ou sur Blue Sky juste après. En tout cas, sur SlideShare, vous tapez mon nom et vous devriez trouver ça assez facilement. Ça vous évitera aussi de plisser les yeux au fond de la salle parce que vous étiez fatigué et que vous vouliez dormir. Ce que je vous propose rapidement, petite comparaison avec le monde sportif. On ne va pas faire un petit quiz, mais on va s'en approcher. Je vous explique sur le ton de la préparation à une course, comment moi je prépare mes accompagnements DevOps avec Accelerate. Et histoire de vous faire le brief avant la course, si jamais vous n'aviez pas lu ou vu ça, ce livre, Accelerate, était publié en 2018-2019 par des auteurs que vous connaissez certainement, eux, déjà de nom, notamment Jenny Kim et Jason Boyle, qui ont fait respectivement The Phoenix Project, The Nikon Project, les livres, ou encore The DevOps Handbooks. Ça devrait parler à peu près à tout le monde. Et ils sont accompagnés pour ce programme de recherche qui s'appelle DORA, DevOps Research Assessment, d'une maître de recherche qui s'appelle Nicole Forsgren, qui a fait plein d'autres publications dont je vous reparlerai peut-être un petit peu à la fin. Toujours est-il que ces personnes, ainsi que tout un collectif de recherche, ont compulsé 10 ans d'études, aujourd'hui on peut dire 10 ans, puisque la première est sortie en 2014, qui vont collecter tout ce que vous faites, toutes vos pratiques et tout ce que vous pouvez mesurer, et parfois plus loin avec des interviews, pour savoir comment vous travaillez, et proposer des modèles statistiques de recherche, je vous en parle juste après, qui permettront de savoir ce qui est important ou pas dans la dynamique de productivité et de stabilité de vos DSI. De la même manière, j'ai mis à chaque fois des petits QR codes tout au-dessus de chacune des slides pour vous expliquer un petit peu d'où je tire mes informations. Surtout, n'hésitez pas à creuser. Il y a un petit peu d'introduction, le reste évidemment est plus personnel, mais ça ainsi que tous les liens qui sont derrière ces études sont déjà disponibles. Je vous encourage à aller les lire et si ce n'est pas l'étude de 2014, au moins celle des 2 dernières années vous apporteront un éclairage un peu plus précis de tout ce que je vous résume là aujourd'hui. Je vous parlais de modèles de recherche. Ce modèle-ci, encore une fois, est accessible et vous pourriez zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe derrière. Et ce qui est assez étonnant avec ce livre et ces études, c'est que statistiquement, pour les 36-40 000 répondants qu'il y a chaque année à ces études, ils arrivent à démontrer que les entreprises qui ont des bonnes pratiques de delivery, du développement jusqu'à la mise en production, ce sont les entreprises qui performent sur les marchés financiers. Les entreprises qui ont des bons résultats, elles ont une DSI forte, un IT qui est fort et qui permet d'aller plus loin, plus vite et mieux que d'autres. Et sans entrer trop dans le détail, les grands éléments qui ressortent, c'est que, avec une grosse inspiration Lean, qui est aussi, qui fait partie des éléments qui sont sortis dans les livres et des différents auteurs, si vous livrez régulièrement avec plutôt du flux tiré, on en parlait avec ce que
ce qu'expliquait Nicolas Silberman de BPI France. Si vous tirez vos informations, vous faites du flux tiré, que vous facilitez ce passage d'étape en étape, bref, grosso modo, les philosophies Lean et DevOps, vous arrivez à faire des choses plus performantes, plus rapides, tout en y mêlant un petit peu une boucle de feedback rapide. Et cette boucle de feedback, petits exemples, du test, un test unitaire qui répond rapidement, ou un retour dans le pipeline qui répond rapidement, voilà des éléments qui permettent de livrer plus vite et mieux. Et ces capacités qui sont décrites et que je vous présente juste après, elles induisent des performances sur l'IT et qui induisent elles-mêmes tout un tas d'autres effets, positifs ou négatifs, plutôt positifs, vous vous en doutez, par exemple la performance organisationnelle et financière, tout comme le bien-être au travail. Je ne vous casse pas trop la tête avec ça, vous pourrez lire par vous-même. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'étude de 2024, donc qui se base sur tout ce qu'ils ont collecté entre 2023 et 2024, est sortie il y a un petit mois et apporte des éclairages un peu plus précis sur tout ce que je vais vous raconter. Mais je prends les éléments marquants pour que vous puissiez repartir avec quelque chose et peut-être l'appliquer si vous ne le faites pas déjà chez vous. Un des éléments marquants, et j'en parlais tout à l'heure, ce sont ces fameuses DORA Metrics qui représentent la capacité d'une entreprise à livrer de manière rapide et de manière stable. Et les deux vont de pair. Et même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, ce que j'écrivais par ailleurs dans l'abstract, plus on essaie d'aller vite, plus on aperçoit, plus on va mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas en termes de qualité, puis après on va peut-être redescendre un petit peu sur de la stabilité, puis on va accélérer. Et en fait, c'est ce jeu permanent d'augmentation qui permet à l'entreprise d'aller plus vite et mieux. Si vous regardez un petit peu sur la gauche, là, c'est ce que j'ai marqué, là, les vitesse et stabilité. Je rentre très rapidement dedans pour que vous compreniez un petit peu ce qui se joue derrière. Les quelques métriques importantes, c'est deployment frequency, le nombre de fois où on va déployer une application en production. Je refais écho à ce que disait Nicolas Silberman. Il déploie 40 fois par jour. Ouais, là, on est déjà très très haut dans la capacité à livrer vite. Pour autant, c'est pas parce que vous n'y êtes pas que c'est pas la bonne manière de faire. Hein. Faites-le à votre rythme. Il y a des périmètres sur lesquels ça ne s'y prête pas. Pas de débat. Charge à vous de voir ce qui est pertinent ou pas. Et en tout cas, ce que propose Dora, c'est d'avoir un référentiel de métier par métier, du moins grand domaine par grand domaine, de qui fait quoi, à quelle vitesse, et ils font des clusters statistiques qui représentent ces quelques catégories que vous voyez là, de performance basse, moyenne, haute et élite. Ça vous donne une idée de où vous vous situez, et ce, sur toutes les métriques. Et donc, deployment frequency, vous aurez compris le nombre de fois où je livre quelque chose en prod, masqué ou pas. L'acte de livrer est là. Le lead time for change, qui est un autre élément, un proxy de mesure, qui va permettre de vérifier entre le moment où je mets mon code dans le gestionnaire de code, jusqu'au moment où il arrive en prod, le temps entre tout ça. Et ça, c'est assez caractéristique finalement d'un bon pipeline de livraison et de bons processus de livraison. Si vous mesurez ça, c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes relativement efficace ou non. Et pour compenser, en tout cas pour allier la stabilité à ça, ils ont statistiquement montré que deux autres métriques étaient importantes. Le change failure rate, le nombre de fois où je déploie quelque chose et que ça échoue. Le nombre de fois où il y a un changement, quel qu'il soit, et que ça échoue. Et bien évidemment, le temps qu'on met, parce que si ça échoue, ça échouera, il n'y a pas de débat, mais c'est surtout l'impact au point de vue utilisateur, combien de temps je mets pour restaurer mon service. Et ce sont ces métriques qu'ils classifient et qu'ils partagent et qu'ils font évoluer chaque année pour vous donner un petit peu cette tendance. Mais comment ils font? Je vous parlais de capabilities, des fameuses grandes capacités. Ces capacités, elles ont trois grandes thématiques. Le climat d'apprentissage, ça c'était en 2023. C'était la nature, c'était comment j'aide à apprendre. Ou comment je fais pour avoir un flux de livraison rapide ou un feedback rapide. Ils ont un petit peu rebeloté tout ça. Les catégories sont celles qu'elles sont aujourd'hui. Et ça fait globalement 29 capacités à aller zoomer. Pareil, vous prenez les slides, vous pouvez cliquer sur chacune des capacités ou vous scannez le QR code et vous tombez directement sur le site de Dora. Je vous en prends quelques-unes pour exemplarifier un petit peu que ça ne vous paraisse pas complètement abscon. Celle qui vous paraît évidente à vous, j'imagine, c'est déploiement continu. Qu'est-ce que regroupe le déploiement continu? Des livres entiers, tout un tas d'outils. J'en présente quelques-uns juste après. Quelques-uns que nos sponsors reconnaîtront dans la salle.
ils expliquent sur le site de Dora ce qu'il faut mettre en place grosso modo, et après, libre à vous d'implémenter tout ou partie de ces éléments. J'en reprends un autre qui est peut-être un peu moins évident pour la partie Ops, un peu plus pour la partie Dev. Il considère que le développement trunk base, c'est une pratique qui permet d'accélérer le tout. Et sans être complètement ayatollah du sujet, ça peut accélérer comme ça peut ne pas accélérer. Et je me sers, pour faire un petit peu mon Rex malgré tout, de ces différentes capacités pour les aménager avec les équipes au moment où elles en ont besoin, en piochant ce qui me paraît pertinent pour aller accélérer ou pour aller stabiliser. Notez malgré tout les petits corps là qui a marqué, c'est une capacité que Dora considère comme essentielle à déployer. Ce sont celles qui sont les fondamentaux d'une démarche DevOps réussie, qu'elle soit de nature culturelle, processus ou technologique. Ok, comment du coup moi je fais ma course, comment je fais mon accompagnement DevOps dans ces conditions-là avec ces outils-là? Première chose que je fais, la prise de marque. Et quand je dis prendre ses marques, c'est au sens propre comme au sens figuré. Ce que propose Dora, c'est un petit assessment, 5 questions, hyper rapides à remplir. Je ne vous fais pas la démo en live, ça prendrait trop de temps, mais je vous encourage à aller le faire. Vous répondez globalement à ces mêmes questions que vous voyez sous forme d'indicateurs. Combien de fois je déploie à l'échelle de mon équipe, à l'échelle de mon service, à l'échelle de mon entreprise. Répondez avec ce qui vous va bien. Et ça vous permet d'avoir un premier résultat qui vous dit, bah voilà, vous êtes plus ou moins performant avec un indice qui n'est pas forcément hyper simple à décrypter, mais qui permet de se comparer aux autres. Et là, pour vous le dire clairement, c'est le premier élément que j'utilise quand je fais un accompagnement DevOps. Je vais voir les personnes qui m'ont commandité ou qui ont besoin d'un accompagnement. Et s'il y a des fans de la transformation, vous reconnaîtrez générer le sentiment d'urgence qui va permettre de déclencher une transformation. Quand j'arrive devant un directeur quel qu'il soit, puis je dis, regarde, toi tu es là, le reste du marché est là, est-ce que ça te convient? Bon, évidemment, je joue sur du velours, la réponse est non, mais c'est ce qui permet d'aller enclencher les premiers éléments de transformation. Je vous laisse l'essayer par vous-même, peut-être a posteriori, mais ça vous donne ce petit comparatif pour vous dire où j'en suis par rapport à l'informatique en général et par rapport au marché. Les statistiques sont suffisamment bien pensées pour être représentatives. Elles sont faites à travers le monde entier, grosse représentation nord-américaine et européenne, mais vous y retrouverez aussi tous les secteurs. Donc n'hésitez pas à vous comparer, ça vous permet d'avoir ce premier retour. Et si jamais je ne suis pas assez convaincant, j'ai piqué ça pareil à Jenny Kim, je crois, ou à Jason Bull, je ne sais plus, pour dire qu'à un moment, de toute façon, si vous ne faites pas l'effort d'essayer de vous améliorer, vous ne profiterez pas du fait d'avoir plus de personnes dans votre équipe. Je vais prendre un exemple tout simple et vraiment issu de ce qui m'est arrivé. 3 équipes de développement qui committent, enfin une équipe de développement qui grossit sur la même base de code et qui finalement s'arrache les cheveux parce qu'à chaque fois ils tapent sur les mêmes fichiers, les mêmes services, les mêmes éléments. Et sans les bonnes pratiques et sans les bons outils, il peut rajouter tout le monde qui voulait, on atteint ce qu'on appelle en économie la loi de demandement maximum, où il y a des effets de seuil, on ne peut pas mettre plus de monde que nécessaire. Pour ça, il faut changer de méthode et ou changer d'outil. Voilà un petit peu les arguments que j'utilise, moi, pour aller convaincre mes interlocuteurs de changer. Et si jamais, c'est pas suffisant, jusque-là, ça arrive rarement, mais ça arrive, de la même manière, dites-vous bien que si vous vous améliorez plus, chaos et entropie faisant leur travail, vous allez nécessairement rajouter du processus, de la complexité et livrer de moins en moins vite. Alors certes, cette petite, ce qu'on appelle la courbe en J, là, qui matérialise une progression, mais un effort et un résultat en berne au début de la transformation est une étape nécessaire. Du coup, de la même manière, j'annonce que oui, quand on commence une transformation, ça va être plus dur. Faire du test-driven, du TDD jusqu'en production, oui, il faut 3 mois. Et oui, pendant 3 mois, on va en baver. Par contre, les bénéfices arriveront après. Et ces éléments, à la fois pratiques, fournis par Dora, et un peu plus théoriques, issus des différentes théories des marchés financiers ou autres, aident mes interlocuteurs à comprendre la nécessité de se lancer dans une démarche de transformation. Une fois que j'ai fait ça, retour à ces fameuses capacités, je vais piocher celles qui me paraissent importantes à mettre en œuvre pour accélérer le processus de delivery des équipes. Sauf que là, il y a 29 capacités à embarquer d'un coup. Intellectuellement, c'est lourd. Et pour des équipes qui ne savent pas, et vous avez tous les interlocuteurs que vous avez vus aujourd'hui ont fait des retours disant c'est difficile, il faut former. Oui, c'est long. Et
moi-même, je ne suis pas expert de tous ces sujets-ci. Je commence par des sujets bien plus précis pour être sûr d'aller vite. Ce que je fais, ce que je prends à ma charge en tant que coach DevOps, si je puis dire, c'est toute la culture de l'apprentissage et la génération de la documentation, tout ce qui va permettre de sécuriser les essais qu'on est en train de mener. Et je fais ce que les équipes avec lesquelles je travaille ne peuvent pas faire par elles-mêmes, sinon elles n'auraient pas besoin de moi, c'est aller taper à la porte de tout le monde pour dire « je sais, c'est chiant, vous voulez livrer plus vite et mieux, et les processus sont figés, vous ne pouvez pas, moi je vais toquer à la porte de la prod ». On a fait ça dans une grande banque qui sanctuarisait 3 semaines avant chacune des livraisons pour dire je vérifie les livrables, vous livrez rien pendant ces 3 semaines-là et moi je vérifie. On est allé voir preuve par le test, rapport à l'appui en disant on a fait tous ces tests-là, est-ce que tu nous autorises à livrer plus vite dans un couloir accéléré parce que je te garantis que moi j'ai fait les tests. Voilà. Et ça, évidemment, ce n'est pas chacune des équipes auxquelles vous faites partie, desquelles vous faites partie qui sont en capacité de le faire en traitant entre une équipe dev et une équipe ops pour lesquelles les orientations n'étaient pas les mêmes. Moi, je prends ça à ma charge. Par contre, ce que je propose aux équipes de faire, c'est de prendre les quelques pratiques qui me paraissent les plus importantes pour bien entamer sa transformation. Évidemment, gestion de version, ça va de soi, même si ça m'arrive encore d'avoir des équipes qui partagent des fichiers de configuration ou des fichiers de code sur un drive. Je ne comprends pas comment en 2024 c'est possible, mais il s'avère que si. Et donc, on met en place les bonnes pratiques de gestion de version. Et quand je dis ça, ça va aussi jusqu'au release management. Voilà un petit peu toute l'étendue de ce qu'on fait. Évidemment, ça tombe sous le sens, je vous avais été plusieurs à en parler ces 2 derniers jours, intégration continue, déploiement continu, ça tombe sous le sens. Et systématiquement de l'observabilité. Ça ne sert à rien de développer et de déployer vite si on n'est pas capable de mesurer que c'est OK, que les sons disent on est disponible, etc. etc. Et ça va de pair avec l'automatisation et l'intégration continue, forcément du test pour aller permettre de vérifier que ce qui a été développé est correct. Alors du test, quel que soit le niveau, que ce soit des TU, que ce soit des tests end-to-end, que ce soit des entre-deux, peu importe. L'objectif, c'est bien d'aller s'assurer que ce qu'on a livré est OK. Et ça suffit globalement à aller tutoyer le passage du niveau bas au niveau moyen de performance. Pas besoin de beaucoup plus. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Si on a la chance de travailler dans un contexte agile, là j'étais plutôt sur un contexte et legacy et cycle en V, mais si on travaille dans un mode agile, là évidemment je profite, ou l'équipe profite du cadre qu'elle a elle-même posé, en l'occurrence la visibilité dans le flux de travail, Kanban, Lean Management, Visual Management, vous voyez ça comme vous voulez. Et typiquement, travailler par petits lots, parce que ça ne sert à rien de faire une livraison qui va durer 2-3 jours et un processus hyper accéléré. Si au final, vous avez 3 mois de développement et que vous ne le livrez jamais en prod. Voilà un petit peu ce qu'on va travailler, mettre en commun pour accélérer les transformations. Un peu de concret, un peu plus en tout cas que tout ce que je vous ai dit jusque-là. Sur chacun des petits points, on pourrait y passer des heures à développer chacun des sujets et les capabilities de Dora ne font qu'effleurer ça. Néanmoins, vous comprenez que derrière Dora, c'est Google qui a racheté l'organisme et que derrière, ils insufflent aussi leurs pratiques SRI, etc., etc. Et donc, typiquement, une question qui se pose dès le début des accompagnements que je fais, c'est quel type de flow on va mettre en place avec les développeurs. Alors, encore une fois, il y a les FANA du Trunkbase, c'est pas mon sujet, en tout cas c'est l'équipe qui choisit, ça a des vertus comme c'est compliqué, j'explique le pourquoi, l'incidence, et finalement l'équipe choisit en son âme et conscience, et si c'est pas exactement décrit dans les capabilities Dora, c'est pas un sujet. Si ça marche pour l'équipe, c'est suffisant, et on va venir affiner ces pratiques au fur et à mesure dans le temps. Je prends un autre exemple de ce qu'on a pu mettre en place, toujours pareil, dans une grande banque française. Avoir un pipeline de livraison, c'est bien. Quand ils sont hyper paramétrables, c'est intéressant, mais c'est difficile de savoir quelle étape, quand, quoi, comment. Un bon moyen de mêler du test et un bon pipeline, c'est par exemple de prendre un pipeline basé sur les grandes phases de l'ISTQB, l'Institut du test, si jamais ça vous évoquez pas quelque chose, et de dire, OK, j'ai une phase qui fait des TI, une phase qui fait des TU, enfin des TU, des TI, des tests système dans un environnement déployé, et même s'ils sont manuels, c'est pas grave. Je préfère avoir automatisé, sanctuarisé tout mon processus de livraison et dit cette étape-là, elle sera manuelle, mais à la fin, je sais que je l'ai faite parce que j'ai checké. Là, en l'occurrence, c'est XL Release qui me permet de faire ça. Clin d'œil à Digital AI. Et si je parle de tests, c'est aussi détourer, c'est quoi faire de bons tests. Et ça commence déjà par dire qu'on va faire des tests et où on va faire des tests. Et à minima, poser une stratégie de test.
Voilà, c'est peut-être un peu plus ésotérique pour des gens qui ont les mains dans la prod, dans Cube au quotidien, mais néanmoins, de partager avec tout à chacun que un tel va faire du test et un tel non, ça a du sens. Et preuve en est, un des accompagnements que j'ai fait dans une autre banque, je mets en relation le lead dev d'une équipe, la responsable de la prod d'une équipe, et puis il fait, oh, j'en ai marre, tu nous demandes 3 semaines de livraison, donc nous on livre tout à la fin, de toute façon c'est pareil, vous faites les tests. La responsable de la prod, elle la regarde, elle fait, mais des tests, vous êtes 50, vous me livrez tout au dernier moment, j'ai 3 jours en fait pour faire la livraison, tu crois vraiment que je vais faire les tests de tout ce que vous me livrez? Puis là, bah, mais il n'y a personne qui teste. Et là, mais véridique, un projet grand public qui était livré en prod dans la banque, le truc sécurisé. Jamais de test. Jamais, parce que les tests unitaires c'est interdit, parce que les tests système c'est long, bref, personne ne teste. Donc, je fais parler ces personnes-ci et je leur écris, dit, mettez ce que vous faites. Et pour aller plus loin dans le mettez ce que vous faites, j'utilise un outil du Lean Management qui est aussi évoqué dans le livre Accelerate, qui s'appelle le Value Stream Mapping. Le Value Stream Mapping, c'est dresser globalement la carte du processus avec chacune des étapes, ce qu'elle amène, est-ce qu'elle produit de la valeur ou non, et est-ce qu'on y passe du temps à faire, et surtout du temps à attendre. Et dans la philosophie Lean qui est très présente dans Accelerate, on va aller chercher à réduire ce qu'on appelle ces gaspillages, les muda, si je le dis en japonais, qui sont des temps d'attente, où, n'en déplaise aux Scrum Masters ou aux agilistes convaincus, Scrum n'incite pas naturellement à livrer en cours de sprint. Il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais au moins jusqu'à la version 6, il ne disait pas allez-y, livrez régulièrement. Mais si le sprint il dure 3 semaines et qu'on a fait une user story en 2 jours, eh ben, pendant le reste du temps, elle attend. Et donc on va venir mesurer tous ces items-là pour aller lever les goulets d'étranglement. Voilà moi comment je procède si, une fois que j'ai épuisé les pratiques de base, je cherche à aller fine-tuner certains éléments. Que ce soit en mode visuel, typiquement sur Miro, ou que ce soit sur un mode plus tabulaire Excel, ou comme je l'ai vu dans les premiers moments de ma carrière, dans un atelier de production de pièces affiché au mur, chacun sait ce qui se passe, ce qu'il fait, et évoque ce qu'il fait dans le processus, ce qui lève pas mal d'ambiguïté et qui permet d'aller challenger ou l'outillage ou les temps d'attente. Je m'arrête là parce que j'en parlerai des heures et volontiers des heures, mais à vos questions. Néanmoins, histoire que vous repartiez avec quelques éléments de perception, les transitions, voilà le temps qu'elles prennent de ce que moi j'ai pu constater. Passer de low performer à medium performer, ce n'est pas ultra compliqué. Généralement, 3 mois, ça suffit à peu près pour y arriver. Par contre, plus ça va aller dans la complexité, plus ça va être difficile et plus il va falloir chercher loin. Et typiquement, les problématiques de jeux de données dans les tests vont très vite apparaître. Et là, il n'y a pas de miracle, ce sont des sujets compliqués. Je passe un petit peu, j'arrive surtout sur cette partie-là que vous pourrez embarquer chez vous. C'est exactement comme ça que je procède quand je vais faire un accompagnement. Je fais la mesure. Si la mesure en elle-même suffit et que mon interlocuteur me fait confiance, ok, on déroule. Et sinon, juste de techniques plus ou moins avouables, et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure. Je suis allé dans une grande entreprise, choper un des directeurs d'une des grandes directions, puis je lui fais, dis, un truc, ça marche pas trop mal chez toi. Est-ce que tu voudrais pas briller auprès de ton chef? Est-ce que tu voudrais pas avoir les plus belles métriques du monde? Oui, 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 Jérémy, je veux être le meilleur, mesure-moi. Terminé. Puis, discussion de 10 minutes avec quelqu'un avec qui ça avait frité pendant 10 ans pour mettre en place des pratiques DevOps. On a mis, on a mesuré, on a enclenché. Basta. Voilà un petit peu les techniques de mon guide de la manipulation à destination des personnes que j'utilise. Et derrière, évidemment, je fais exactement ce que je vous disais, de l'automatisation de test, du pipeline, etc. Et quand vraiment j'ai épuisé ces sujets faciles, là, on va aller regarder point par point, en mettant en visibilité dans le flux de travail ce qui est fait, ce qui manque, ce qui ne marche pas, et on va aller chercher une nouvelle pratique, et on va la mettre au fur et à mesure avec l'ensemble des équipes, que ce soit Dev, Ops ou Platform Team, ou quelle qu'elle soit. Vous voulez aller plus loin? Moi, je n'aurai pas le temps, mais par contre, c'est dans le document auquel vous aurez accès. Il y a d'autres frameworks, notamment celui de DevEx, qui s'appelle DXCore4, qui intègre ces métriques, plus un sujet un peu plus humain. Je vous conseille d'aller regarder, ça va un cran plus loin que les métriques Dora, mais malgré tout, c'est piloté tout ça par Nicole Forsgren, donc globalement, il y a pas mal d'éléments entre. Je vous laisserai le regarder, c'est suffisamment intéressant. Et si vous voulez aller plus loin, lisez les bouquins, lisez les études, allez regarder le site de Dora. Je ne suis pas certain qu'on ait le temps de discuter beaucoup ce soir, mais néanmoins, si vous voulez, on en discute après. Et rendez-vous sur la communauté Dora ou Dora FR pour en parler. Si vous n'avez pas eu le temps, voilà le QR code pour aller récupérer les slides que je vous ai montrés. Et je vous donne accès aux questions juste après, si vous en avez. Je vous remercie.
Eh ben, merci beaucoup. Et petite question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent encore Drive pour partager des fichiers? Véridique. Il y a un an, hein, il y a moins d'un an. Alors, je vais troller un petit peu, j'espère que vous êtes dans la salle et que vous vous reconnaîtrez. Plutôt des ingés data qui transmettaient des fichiers n'importe comment, ou des ingés gros systèmes, je ne saurais même plus dire lesquels, qui trimbalaient des copies d'extraction de pack base, enfin bref, des sujets à n'en plus finir, mais oui, il y a encore des gens qui n'utilisent pas les méthodes de travail conventionnelles avec les outils qui vont bien. Bah, j'avoue que je l'ai fait un peu quand j'étais en école, mais bon, c'était le but du jeu, c'est de ne pas utiliser Git, faire du mob programming, mais on a un peu triché, donc L'un n'empêche pas l'autre. voilà. Ok, passons aux questions. C'est un peu, je pense, un troll, mais quelle banque ne fait pas de test? Alors, l'occurrence, la banque de laquelle je parle en fait évidemment, mais sur des périmètres qui, à l'époque, d'il y a 5 ans, mal compris, mal détourés, et avec justement pas de politique de test ou pas de stratégie de test qui permettent d'éclairer le qui fait quoi. Donc, s'il n'y a rien qui dit qui fait quoi, ben, chacun pense que c'est le travail de l'autre. Je dis pas qu'ils en font assez, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'ils en font. Deuxième question, les doramétriques permettent aussi de mesurer des projets non DevOps. Mais comment faire sans l'outillage DevOps? Du déclaratif? Alors oui, pour le coup, excellente question. Un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, on n'avait pas tous les bons puits de données, toutes les bonnes collectes de toutes les mesures. On a fait juste du déclaratif. Et quand en fait on livre déjà une fois tous les 3-4 mois, ok, ben, c'est pas grave. Si franchement je suis à un jour de décalage ou même 10% ou 20% de marge d'erreur, c'est pas grave. Déjà j'ai mesuré et j'ai un premier retour. Et cette confrontation de la métrique avec ce qui se passe au quotidien permet déjà de lever certaines ambiguïtés. Le déclaratif suffit dans un premier temps pour initier. Par contre, si comme pour BPI France, ça livre 40 fois par jour, là, c'est plus possible. Là, il faut quelque chose de bien plus précis, c'est évident. Et quel est l'investissement euro moyen sur l'ajout de nouveaux outils nécessaires pour atteindre le mode expert que vous constatez chez vos clients? L'investissement en euros, c'est ça? Oui. Alors là, c'est plus difficile de répondre. Je fais la part des choses entre entre les licences outils qui sont rarement dans mon périmètre, quand bien même des fois ça m'arrive d'aller conseiller des outils. Je vais raisonner plutôt en termes humains et accompagnement. Une, deux, trois, quatre plateformes Teams, c'est assez souvent ce que je constate. L'une plutôt pour l'exploitation de mode, typiquement de l'OpenShift ou une plateforme à base de cube ou quelque chose sur AWS. Et donc là, c'est deux, trois équipes de 5-8 personnes pour une landing zone, par exemple. Et puis des équipes d'accompagnement, desquelles je fais partie en général, qui vont apporter des pratiques, que ce soit test ou intégration continue. Donner une approximation en euros, ça va être compliqué. Ce que je peux dire, grosso modo, c'est que tout budget confondu, outils, licences, accompagnement, dans une des banques dans lesquelles j'ai travaillé, on était plutôt à un tour d'un budget de 10-15 millions par an. Bon, mais comprenez que derrière, il y a peut-être 3 000 à 4 000 applications. Et dans des contextes plus réduits, chez un éditeur de logiciels, on était plutôt sur 300 000 à 400 000 euros par an avec les licences et l'accompagnement. Voilà, une fourchette assez large entre une entreprise de 30 et une entreprise de 6 000 personnes. Voilà. Ok. Alors, Metrics, donc nous les stockons en Datadog. On fait des dashboards avec. Et c'est une vraie question. Alors, je ne suis pas certain d'avoir compris la question précisément, mais en l'occurrence, Datadog permet de collecter une partie des éléments. Je n'ai pas en tête tous les outils que j'ai vus entre hier, aujourd'hui et les différents éléments, mais il y a bien différentes manières de collecter ces métriques. Datadog sur l'exploitation des logs permet de le faire. Et il y a des outils qui permettent de les stocker pour les analyser. Et là, je pense plutôt à DevLake de Apache, la fondation Apache, qui permet de proposer et un data lake et les connecteurs certains connecteurs et la data vis qui permet d'exploiter ces métriques. Maintenant, Datadog, c'est un bon élément à minima pour aller se connecter à différentes instances type Cube ou AWS pour savoir ce qui a été déployé au bon moment. Encore faut-il que ce soit explicite dans les logs. Mais ça peut, ouais. Okay. Et une dernière question. Merci d'avoir choisi DevOps Rex plutôt que Reinvent. Bon, j'avais pas le droit d'y aller, c'était trop loin. Ma conscience écologique a parlé pour moi.
Et comment réaligner l'organisation aux choix technologiques déjà faits et que le client ne souhaite pas changer? Oh, difficile. Alors, je vais dire un truc qui va faire bondir tous les intervenants et tous les exposants. À la limite, l'outil, je m'en contrefiche. Ce qui va m'importer avec mon prisme d'architecte et d'expert plutôt méthode, c'est surtout quel est le bon processus qu'on va mettre en œuvre. Tant que l'outil répond aux besoins, ce n'est pas un sujet. Par contre, ça n'empêche qu'il faut que l'outil soit suffisamment bien pensé en termes d'expérience développeur. J'ai un de mes clients actuels pour lesquels ils ont construit une plateforme. Et en fait, s'il faut déployer, il faut passer par la plateforme d'intégration de pré-prod, puis la plateforme d'intégration de prod. En termes d'expérience développeur, c'est juste dégueulasse. Et personne n'a envie d'y aller. Donc l'outil, peu importe, tant que le bon processus est derrière. Maintenant, si on est capable de prouver chiffre à l'appui que l'outil correspond plus aux besoins, j'ai assez rarement de frein. On ne passe jamais de OpenShift au cloud comme ça. Ok, mais à la limite, si c'est plutôt une histoire de choix, j'ai plutôt eu facilité à introduire de nouveaux outils, par exemple un linter comme Spectral pour les API, ou voilà, peu importe, et ça, c'est pas très compliqué à introduire. Par contre, à tout changer, j'ai pas de recette magique, si ce n'est la conviction des chiffres, et puis, comme le disait encore une fois Nicolas Silberman, un Gemba Wolf pour dire voilà ce que subissent les gens et voilà ce qui ne marche pas, ça peut faire une preuve de ce qu'il faut changer. Ben, merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Et oui.